Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors on va faire le point sur le portefeuille Trader Pro et sur les marchés pour voir un petit peu ce que je vais faire pour la semaine prochaine. Alors je tiens à rappeler que le groupe Facebook Trader Pro qui est disponible sur Facebook est accessible à tous et gratuitement. C'est un site pédagogique pour partager avec vous mes stratégies de trading que j'effectue sur le compte Démo Trader Pro qui permet de suivre les performances, ainsi que sur la chaîne YouTube. Je rappelle que ce n'est pas du conseil boursier, que chacun est ici pour apprendre, connaître le trading, et je vous recommande vivement de tester vos stratégies sur un compte démo. Vous avez le lien sous cette vidéo. Vous pouvez télécharger dès à présent un compte démo chez le broker que j'utilise, et comme ça vous allez pouvoir tester, voir les stratégies que je mets en place, voir si ça vous convient, ce que vous pouvez en faire. Mais c'est en aucun cas du conseil boursier. Nous sommes uniquement dans du virtuel, dans du démo. Et ça c'est important de le rappeler. Après, libre à chacun de passer sur un compte réel si il le souhaite et de prendre ses responsabilités. Alors moi le but de la chaîne Trader Pro et du groupe Facebook Trader Pro, c'est de vous partager des analyses financières et économiques, mon point de vue en fin de compte sur la situation économique mondiale, géopolitique. Et voilà, et de mettre en place des stratégies et voir ce que cela donne en termes de trading. Alors, vous avez sur le groupe Facebook Trader Pro tous les articles que je poste, donc c'est intéressant parce que c'est sur ces articles que je poste que j'applique mes stratégies de trading. Alors on va faire le point sur le portefeuille. Alors comme vous le savez, les choix de stratégie que j'applique sur mes portefeuilles, c'est avant tout lié aux fondamentaux, à l'économie, et ce n'est pas lié qu'à l'analyse technique. L'analyse technique est un outil en fin de compte qui va me permettre d'optimiser mes positions. Mais c'est en aucun cas l'analyse technique qui va me dire si je dois vendre ou acheter le marché. Ça va plus m'aider, c'est un mécanisme qui va me permettre de mettre en place une stratégie pour me positionner sur le marché. Si on prend le cas en août 2021, lorsque je vendais massivement le marché, tous les indicateurs techniques étaient à l'achat et à aucun ne recommandait de vendre le marché. Pourtant, j'ai vendu le marché quasiment au plus haut et l'analyse technique m'a permis de mettre en place une stratégie qui me permettait de vendre le marché sur ce niveau record et de tenir mes positions. Ça veut dire ma stratégie, vous le savez, j'investis toujours avec des petites positions sur de larges niveaux en prenant des gains régulièrement. Alors, la performance du portefeuille actuellement, on voit que j'ai un solde de 24 380 €, je suis en gain de 337 €, donc c'est pas énorme, hein, on était à plus de 10%, souvenez-vous, la semaine dernière. Donc voilà, pourquoi? Parce que j'ai pris des gains dernièrement, et là je suis en train de me repositionner à la vente. Alors bien sûr, quand je me repositionne, j'ai des moins-values latentes que je travaille justement et qui seront mes gains de demain. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que j'ai levé quand même 4 380 € depuis la création du portefeuille au mois d'avril, et j'ai fait 469 trades avec des résultats moyens de 9,34 €, ce qui me fait un taux de réussite de 96,4%. donc on voit que j'ai une capacité à lever du cash, à gagner de l'argent, sachant que là actuellement, vous le savez, moi j'anticipe une correction des marchés à venir pour des raisons fondamentales. On a bien sûr la crise immobilière qui se répand en Asie et en Chine, je veux dire, et on voit que c'est en train de se diffuser dans toute l'Asie. On a l'Allemagne qui est au bord de la récession, partenaire de la Chine. On a un crack immobilier qui se prépare aux États-Unis. On a une inflation qui est toujours forte et très éloignée des 2%. Alors les banques centrales ont remonté leur taux, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que derrière, les salaires ont augmenté, et donc ça annule un petit peu l'effet de la hausse des taux. On est dans un cercle vicieux. Donc il faut s'attendre, et moi ce que j'anticipe désormais, je m'en fous un petit peu de l'inflation, des taux d'intérêt maintenant. Que la Fed monte ses taux ou baisse ses taux, ça ne changera plus grand chose. Moi ce qui m'intéresse, c'est surtout la récession à venir, puisque la Fed sait pertinemment que ça va continuer à monter ses taux, les salaires vont continuer à augmenter et ça ne va pas ramener l'inflation à 2%. La seule solution, c'est la récession. La récession est quelque chose de sain, de normal dans une économie, c'est cyclique, mais voilà, après la crise de 2009, les banques centrales ont
ont voulu lutter contre la récession et ont baissé leur taux d'intérêt massivement proche de zéro, ce qui a généré une augmentation, un gonflement de la masse monétaire et une inflation qui est aujourd'hui galopante, puisque bien sûr l'inflation augmente fortement. Pourquoi? Parce que on a ces taux d'intérêt qui étaient bas, donc les investisseurs, les consommateurs américains qui représentent 70% du PIB US ont acheté massivement dans l'économie, et cela à crédit. Ils sont lourdement endettés, les États sont lourdement endettés, donc tout cet argent, c'est le crédit qui a été injecté et qui a créé ces bulles et ces hausses de prix. Et puis derrière, on a les salaires qui augmentent. Comme on a de l'inflation, les salariés veulent être payés plus cher parce qu'ils ne veulent pas perdre de pouvoir d'achat. Et bien cela engendre des coûts de production pour les entreprises, des coûts dans la masse salariale, et donc ça fait augmenter les prix. Les entreprises augmentent leurs tarifs aussi. Alors c'est bénéfique pour les entreprises à court terme, puisque elles génèrent plus de profits, puisqu'en fin de compte, l'inflation, ils ont augmenté leurs prix, ils ont gagné plus d'argent. Mais ça, c'est temporaire et ça ne va pas durer. Parce que sachez que les taux d'intérêt qui sont restés bas suite à la crise de 2009 l'ont été anormalement longtemps. En fin de compte, ils auraient dû s'arrêter peu de temps avant le Covid. Mais on a eu la crise Covid et ils n'ont pas pu remonter leurs taux à cette période-là, puisqu'ils ont dû continuer en fin de compte à maintenir des taux bas pour soutenir l'économie pendant la crise Covid, et c'est ça qui a fait déraper un petit peu l'économie mondiale. Alors, on va rentrer en récession. Donc, quand on va rentrer en récession, qu'est-ce qui va se passer? Les taux d'intérêt vont être toujours très forts. On voit que la croissance de nombreux pays, les PIB sont médiocres par rapport à la dette que l'on a. On voit que la France est 3 000 milliards de dettes. Ça représente la capitalisation d'Apple. En fin de compte, la France a mangé la pomme. Et ce qui se passe, c'est que pour réduire cette dette, il faudrait un PIB à 5%, même plus. Et on en est loin, puisqu'on a des PIB qui sont médiocres. On a très peu de croissance. Donc, on va rentrer en récession et ça va être bénéfique en fin de compte pour l'économie, mais dramatique pour les ménages. Pourquoi ça va être dramatique pour les ménages? Parce que les taux vont rester élevés, les prix vont rester malgré tout aussi élevés, et les consommateurs ne vont plus pouvoir faire de crédit, ils ne vont plus pouvoir consommer. Certains vont même se retrouver en difficulté. Certaines personnes qui ont acheté des biens immobiliers et qui doivent rembourser de grosses mensualités se trouvent désormais en difficulté avec le coût de l'alimentaire, le coût des services, le coût du transport, les carburants ont explosé. Donc voilà, on va rentrer dans une correction du marché immobilier. Alors je vous rassure, en France, la correction du marché immobilier sera beaucoup plus saine parce qu'on utilise des taux fixes. Donc je m'attends à une correction de l'immobilier en France par rapport aux excès de ces dernières années, à peu près de 30%. Il faut savoir que l'immobilier, en moyenne, ça monte de 4% par an. Donc voilà, donc on s'est envolé. Il y aura un ajustement des prix qui est normal puisque les acheteurs ont moins de capacité d'emprunt, et puis le prix de construction a augmenté par les matières premières. Bien sûr, il y a la guerre en Ukraine, on a aussi tout ce qui se passe sur le continent africain qui fait flamber en fin de compte les prix. Donc attention à ça. Alors aux États-Unis, la crise sera beaucoup plus sévère puisqu'on utilise des taux variables, et puis en plus on s'endette aux États-Unis en fonction de la valeur de son bien immobilier précédent. Ça veut dire qu'une maison qui vaut 1 million d'euros sur le prix du marché actuellement, on peut emprunter comme si on était millionnaire, mais on n'est pas millionnaire. Et donc voilà, la crise immobilière aux États-Unis, je m'attends à quelque chose à peu près d'équivalent à ce qu'on avait connu en 2008-2009. On a aussi cette crise des obligations, aussi ce crack obligataire, puisque les nouvelles obligations offrent plus de rendement que les anciennes, donc ça s'effondre. Et là, ce qui m'inquiète, c'est le secteur bancaire et de l'assurance qui, elles, détiennent ces obligations. Alors, tant que les clients ne veulent pas récupérer ce cash, elles ne sont pas obligées de vendre ces obligations et d'acter des pertes. Et donc, elles espèrent arriver à échéance et de remplir leur contrat. Sauf que si on a une crise immobilière, une récession, beaucoup d'investisseurs et de personnes qui ont acheté des assurances vie, des obligations et tout, vont devoir vendre par dépit, en fin de compte, pour récupérer du cash, pour assurer les dépenses quotidiennes. Et là, ça va acter des pertes colossales sur le secteur de l'assurance et du secteur bancaire. C'est pour ça que je m'attends à une crise bancaire. On a eu des prémices, on a eu Crédit Suisse, on a eu les banques aux États-Unis qui ont fait faillite. Crédit Suisse, c'était énorme et on sent que les banques sont intervenues, donc il y a eu encore de l'argent de mis et les dettes ont encore explosé. Mais c'est dramatique ce qui s'est passé sur Crédit Suisse, c'est un petit peu un Lehman Brothers européen. Donc voilà, donc la crise a été temporairement contenue, mais
on va rentrer vraiment dans cette récession et dans une crise. Franchement, je pense qu'elle devrait être égale à celle de 2008-2009, sinon pire, puisque les dettes sont beaucoup plus élevées qu'en 2008-2009, et puis les taux d'intérêt sont plus élevés, et puis surtout, les banques centrales n'ont plus les moyens de sauver l'économie comme elles l'ont fait en 2008-2009, puisque les dettes ont tout simplement explosé. Je suis très inquiet aussi sur l'Asie, puisque la Chine cache un peu ses chiffres, mais on a vraiment un effondrement du marché de l'immobilier en Chine. On a des promoteurs qui sont en train de faire faillite, qui doivent des dettes colossales, des coupons qui n'ont pas été versés. Et donc là, c'est dramatique sur la Chine parce que ça se répand en fin de compte à tout le continent asiatique. Puis bien sûr, on a la guerre en Ukraine, on a avec la Russie, il y a de l'argent qui est dépensé, tout ça, et donc c'est pas bon pour l'hiver qui approche avec les coûts énergétiques. Et puis bien sûr, cette rébellion un petit peu, enfin cette rébellion, ce changement en fin de compte de choix de vie des pays africains qui aujourd'hui rejettent le colonialisme et veulent un peu se tourner vers la Russie et tenter une autre expérience économique. Donc voilà, on a vraiment des gros changements. On ne va pas en fin de compte dans une période facile. Alors les marchés battent des records, tout s'envole. On voit que les indices reviennent sur les niveaux de vente de 2021, mais pour moi c'est des niveaux où il ne faut surtout pas acheter long terme des actions parce que vous allez perdre entre 40-50% sur les valorisations de cette valeur, et même avec des pertes de 40 à 50%, voire plus pour certaines, hein, le prix sera encore très très bon pour ces valeurs. Donc voilà, donc méfiez-vous pour des achats d'actions. On a vu Pernod Ricard qui est sur un support qui est très intéressant. On a vu dernièrement Téléperformance. Voilà, mais achetez ces actions, bien que vous puissiez avoir un rebond à très court terme, sachez qu'elles feront de nouveaux plus bas, puisque tout simplement les indices ne sont pas revenus à des prix raisonnables par rapport à la situation économique géopolitique mondiale. Vous avez tout ce détail en fin de compte de ce que j'explique sur l'économie sur le groupe Facebook Trader Pro. Vous avez des articles à lire, je vous invite à les lire avec attention parce que c'est une mine d'informations, et puis ça vous permet de vous imprégner un petit peu de l'économie et ce que je fais sur le marché, et puis de mieux comprendre en fin de compte. Et puis c'est avant tout la chaîne YouTube Trader Pro et le groupe Facebook Trader Pro, une chaîne d'apprentissage. C'est fait pour vous apprendre, pour vous montrer comment fonctionne l'économie, comment investir sur les marchés. Voilà, donc vous le faites comme nous en démo, comme ça vous ne prenez pas de risque, vous apprenez, et ce sera vraiment quelque chose d'intéressant pour plus tard quand vous voudrez passer naturellement sur des portefeuilles réels et gérer vos portefeuilles. Alors actuellement, moi je ne suis pas à l'achat long terme sur les actions, je n'ai plus aucune valeur en portefeuille, et cela depuis août 2021 sur mes PEA. Je n'ai essentiellement que de la liquidité. J'ai essentiellement ces liquidités sur du livret A, de l'immobilier actuellement, et autrement sur un compte de trading XTB, c'est le même que celui que j'utilise en démo, où j'ai déposé un capital de 20 000 euros dessus en 2021 et qui est monté à plus de 70 000 euros maintenant. Avant, je publiais les résultats de ce portefeuille en réel, mais voilà, on m'a dit que c'était interdit de faire ça. C'est pour ça qu'on est passé sur le portefeuille démo Trader Pro. Mais en fin de compte, ce que je fais sur ce portefeuille démo, c'est exactement la même méthode pour ceux qui me suivent depuis 2021 que ce que je faisais sur mon portefeuille réel. Alors, on va regarder où est-ce que je mets mes ordres, ce que je vais faire sur le marché, mes anticipations au moyen long terme, et on va parler de tout ça maintenant. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo en détail. Je sais que ça peut paraître long, certains peuvent penser que c'est un peu répétitif, mais c'est extrêmement important de la suivre en entier parce que vous allez avoir beaucoup d'informations. Alors la performance du portefeuille, on voit bien que c'est je suis en train d'accélérer grâce à ma méthode d'investissement. En termes de pips, c'est quand même impressionnant puisque j'ai déjà pris 70 684 pips sur le marché. Alors imaginez quand des traders sur internet vous disent qu'ils ont gagné 15 pips, 20 pips, 50 pips sur le forex. Hein, voilà. On est à 70 680. Ça veut dire qu'on a une capacité à gagner sur le marché, même à contre-tendance, et ça c'est important. On a fait un beau mois d'août aussi. Le mois d'août qu'on a fait était très très bon. Alors ce mois-ci, on va y venir, hein, j'ai commencé à quelques positions. Ce mois-ci,
Voilà. Ce mois-ci, j'ai fait 20 euros. On va voir ce que j'ai fait. J'ai tradé Tesla essentiellement. Et le mois dernier, on a fait un beau mois le mois dernier, ce qui nous permet en fin de compte d'effacer nos moins-values latentes et de compenser, ces moins-values. On a gagné 1372 euros. J'ai fait 148 trades. Donc voilà, donc cette somme-là, elle va bien sûr annuler cette somme ici. On voit que je suis en perte de 4043 euros. C'est mes positions, mes pertes latentes actuellement. Mais mon portefeuille qui était à 20 000 euros, il reste stable. Ça veut dire que si le marché corrige comme je l'estime, les pertes que j'ai ici, j'ai vendu sur des niveaux extrêmes du marché très très haut. Donc ces pertes vont facilement s'annuler, voire même passer en positif. Donc ce qui va me faire booster mon portefeuille. En gros, ma cible est désormais 25 000 euros, je vous l'ai dit, pour les prochains mois. Et j'espère doubler ce capital si j'ai une belle correction et si ce que je pense va se produire pour la fin de l'année. On va regarder maintenant où est-ce que je me positionne. Alors vous savez, je vous montre moi toutes mes positions. On va réduire un peu. Alors qu'est-ce que j'ai actuellement? On voit que je vends le cacao. Je vendais le cacao parce que je sais que le prix est historiquement haut. Et on est sur des prix des années 70 pour vous donner une idée. Mais voilà, j'ai cette moins-value latente. Donc on voit j'ai un prix de revient de 3433 euros. Et le prix du marché à 3619 euros. Donc on voit que ça reste quand même raisonnable. Je peux tenir cette position par rapport à un capital de 20 000 euros. À l'origine, beaucoup perdent beaucoup plus sur des actions comme Téléperformance et tout. Donc voilà, donc c'est une position que je garde. Je n'ai pas de chance puisqu'on a eu les putsch. Pourtant, je savais qu'il y avait des tensions en Afrique. Mais je garde espoir que cette position finisse gagnante et je vais la travailler. J'ai pris des gains aussi sur le DAX, mais je continue à vendre le DAX. Bon là on voit que j'ai une position qui est prise. On voit que je suis en short aussi sur le CAC 40. Alors ce qui est intéressant, c'est mes prix de revient. On voit que je suis quasiment à 16 000 points en short sur le DAX. C'est quasiment des plus hauts historiques, c'est intéressant. Le CAC pareil. Je suis en short, j'ai un prix de revient de 7273 points, c'est pas un prix de revient de 5000 points. Donc on voit que je travaille, je me positionne. Mes points faibles sur le portefeuille, ça reste le Japon. On voit que le Japon, là ici, j'ai ma plus grosse perte sur le Japon. On peut dire l'Italie. On peut dire que mes points faibles, c'est le cacao, l'Italie et le Japon. Je vais travailler pour réduire ces pertes, bien sûr. Alors, ces pertes, moi, elles ne m'inquiètent pas puisque je connais ma capacité à gagner de l'argent, à faire des plus-values tous les mois. J'estime que je peux faire actuellement, sans prendre de risque, à peu près 1000 euros à 1500 euros par mois. Donc voilà, donc c'est vite effacé. En historique, on voit bien les trades. Alors moi j'utilise toujours la même méthode. Donc là on voit les derniers trades, hein. Comme vous le savez, je suis en train de vendre Tesla, donc je fais de nombreux allers-retours sur Tesla, ce qui me permet de gagner de l'argent. Si on fait depuis le début, on voit que sur Tesla, hop, on va supprimer tous les symboles. Tesla, on va mettre. Je vais essayer d'aller vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, on voit que sur Tesla, si je prends depuis le début, Tesla, voilà, je suis à 75, je vais monter en puissance dessus, je vais vendre. On a une concurrence avec BMW, la Chine qui va arriver. Et je vends aussi, que je dise pas de bêtises, Nvidia aussi. J'estime que le prix devient aberrant. Donc on voit qu'Nvidia, je suis en train de vendre Nvidia régulièrement. Alors ce n'est pas parce que l'action monte qu'on ne peut pas vendre. Bien au contraire, je vends toujours quand les prix montent et quand les prix sont chers. Et j'achète toujours quand les prix sont bas. Et je ne fais pas l'inverse. Et là on voit sur Nvidia, je commence à monter en puissance. Alors toutes mes ventes que je fais sur Nvidia qui me rapportent de l'argent ici, quand les marchés arriveront dans mes zones d'or, je regarderai combien j'ai gagné. Par exemple, si j'ai gagné 3 ou 4 000 euros sur Nvidia, quand les indices seront dans mes zones d'achat d'or, hein, que je partage avec vous, et ben, les bénéfices que j'ai eu sur cette action en trading court terme, je les achèterai en long terme sur cette valeur et ces actions ne m'auront rien coûté. Voilà, c'est vraiment la méthode que j'utilise. Vous verrez quand on passera à l'achat sur les marchés long terme, c'est la même méthode mais c'est différent. On va trader différemment et on va réinvestir les dividendes. On va faire du trading court terme pour gagner du cash comme je fais, pour derrière renforcer nos positions sur des corrections. C'est un trading moins dynamique,
moins compliqué que le trading que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous êtes dans un marché extrêmement difficile et ce que je fais actuellement c'est extrêmement compliqué, surtout si vous êtes débutant. C'est pour ça entraînez-vous avant sur un compte démo. Après vous allez acquérir les compétences nécessaires, ça veut dire si vous savez faire ce que je fais là maintenant, quand on sera en marché haussier ça va être du gâteau pour vous, ça va être hyper simple et vous allez gagner énormément de trades gagnants et d'argent à l'achat, parce que bien sûr les marchés montent plus souvent qu'ils ne baissent, et voilà. Mais les baisses sont plus rapides, plus violentes, et les hausses sont plus longues et plus lentes. C'est juste la différence. C'est pour ça que là on a besoin d'une belle correction pour gagner beaucoup. Donc voilà, donc peu de choses de nouveau. Je vais continuer mon trading, là je vais tout remettre. Ici on voit que j'ai pris une perte sur le SP500. Bah voilà, quand j'ai déplacé mon ordre limite j'ai déplacé le stop, mais sinon j'aurais pas pris cette perte. C'est parce que je ne suis plus vendeur sur le SP500, bien au contraire. Bon, au final ça me porte chance puisque bon, le prix est supérieur, voilà. Mais là c'est voilà les gains qu'on a fait. J'avais pris des pertes sur le DAX aussi. Des fois on a du rollover et tout. Bon voilà, donc là on va regarder un petit peu les ordres. J'ai des ordres en attente. Alors là c'est les positions. On voit que je suis vendeur sur le Brésil. On voit que j'achète les bonds. Je commence à acheter les obligations. Comme vous le savez, il y a un crack obligataire. Mais j'estime qu'on va avoir un dernier pic baissier sur le marché obligataire qui va faire trembler les marchés. Et c'est là que j'ai envie de revenir à l'achat sur des obligations plus récentes qui offrent des grands rendements, puisque je m'attends à un transfert de capitaux. En fin de compte, les investisseurs, les fonds, tout ça vont vendre leurs actions sur des prix records. C'est incroyable de pouvoir vendre à ces prix-là, alors que les rendements restent médiocres pour le risque que les gens prennent sur les actions, sur des niveaux de valorisation comme ça, alors que derrière on a des obligations comme des rendements de folie qui sont beaucoup plus sécures. Et donc voilà, donc les gens vont vendre des actions, vont encaisser un maximum de cash, sur un problème de liquidité sur les marchés actions, et ils vont venir sur les obligations qui arrivent à des prix vraiment extrêmement intéressants. On voit que je vends le DAX. Alors là vous avez les prix, les cibles que je vise sur les indices. On voit que sur le DAX, non, ça va être sur le portefeuille. Là, c'est les niveaux de vente où je vends. On voit que le DAX, même à 16 377 points, je serai vendeur. Donc voilà, on voit l'or, j'achète vraiment très très bas, 1600, 1700, on voit. De Japon, je vends. Nvidia, je vends à 500, j'ai une ligne. Lucas 100 aussi. Le VIX, j'achète le VIX. On voit que je suis en train d'acheter le VIX sur une large zone. J'ai une position qui a déjà été achetée sur le VIX. Si je regarde, voilà, j'ai une petite position qui a été enclenchée. Donc ça. On va faire le tour des graphiques pour voir, et on va regarder ce que l'on a. Alors le CAC 40, mes zones de vente sur le CAC 40, on voit que je suis extrêmement agressif sur le CAC 40. Je ne crois pas que ces ordres-là soient touchés, mais on n'est pas à l'abri d'une poussée. Ça m'intéresse de vendre sur ce niveau-là. Donc sur le CAC 40, je vise toujours les 6800 points. On voit bien que mes ordres, c'est dans cette zone-là. 6800 points et ensuite 5600. Mais déjà, dans un premier temps, je vise un mouvement correctif de ce type. C'est-à-dire une poussée ici, là, sous forme de tête à épaule ici, tenter encore une poussée ici, mais je m'attends après derrière plus à une baisse de ce type. Donc je suis vendeur toujours sur les indices. Donc je vais laisser ces ordres là, ils sont très très bien. Le DAX, je vends ces niveaux là sur le DAX. Alors utilisez toujours les graphiques aussi en ligne. On voit bien pourquoi je vends ce niveau là, c'est uniquement par ici. Si vous utilisez des bougies Akinashing, vous avez des pics haussiers, donc ça me permet de bien vendre sur le DAX. Et le DAX, je vise bien sûr les 12 800 points. On voit que mes ordres sont déjà en place. C'est vraiment cette zone là que je vise. Alors c'est parce que je vise cette zone là que je ne prendrai pas des gains avant. Le but c'est que quand ça baisse, je me replace. Je suis plus dans un scénario de jouer une récession en Allemagne. On va peut-être avoir une poussée comme ça, mais je joue plus ce mouvement là. Et donc moi bien sûr quand ça baisse je prends des gains et je replace ces ordres, je les replace plus haut, comme ça quand ça remonte je suis enclenché, ça accélère, je reprends des gains et ainsi de suite jusqu'à mes objectifs moyen terme. Lucas 100, on voit bien que je suis vendeur sur le Lucas 100, j'ai deux petites lignes, je perds peu dessus, donc plus ça va monter, plus je vais enclencher des ventes pour aller chercher les 7000 points. L'indice italien, on voit, alors là c'est lui où je perds parce que je suis en train de vendre des records historiques. On a cette cassure, mais on voit bien qu'on a un signal baissier qui est en train de se mettre en place ici. Donc voilà, je vise les 25 800 points.
Donc voilà, je continue à vendre les ex-haussiers. L'Italie est fortement endettée. La situation va se dégrader. Le Dow Jones, je reste vendeur ici. Là, je vois, j'ai plus de position sur le dos. Je vais en remettre une ici. US 30, j'ai 2 positions ici. C'est des petites. Bah là, tout simplement, pour lundi à l'ouverture, si je peux essayer de choper une ligne ici, je vais me positionner ici. Voilà. Et le dos, je vise tout simplement les 28 200, 28 300 points sur le Dow Jones. Hop. Et puis ces heures-là, on peut déjà aller chercher l'objectif inférieur ici. Le SP500, pareil, j'ai pas mal d'ordres qui ont été touchés. Quand on était là, souvenez-vous, j'ai pris mes bénéfices, on est en train de remonter. Donc là, c'est une aubaine pour moi de pouvoir revendre sur ces niveaux-là. J'ai une petite position qui a déjà été enclenchée, donc c'est très bien. Et je viens chercher les 4200 points. Donc là, on va pouvoir aller, si jamais ça c'est vraiment ma cible ici que je vais chercher. Toujours en faisant tourner les positions. Le Nasdaq, pareil, j'ai eu la chance d'être exécuté. Ma zone d'or et ça, on a eu le pic. Donc le Nasdaq, hein, je vise les 12 800 points. Donc on va aller chercher toujours ces niveaux-là. Je doute que les valeurs technologiques puissent encore tenir longtemps. Alors par contre, je vais être un peu plus agressif dans le haut ici. On voit que là, j'ai un pic haussier ici. Là, c'est vraiment, si j'étais touché là, ce serait intéressant de shorter ce niveau-là. Toujours pareil, pour aller chercher des excès baissiers. On pourrait même aller chercher ce niveau-là qui me ferait des beaux gains. Et pour se replacer, ça veut dire que si on vient là, ça baisse, on revient là, on prend des gains et on se replace sur des niveaux, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui, je vends pas. Pourquoi je vends pas? Parce qu'on a les grosses capitalisations qui sont au taquet. Donc les gens se retournent vers les small caps en ce moment. Donc là, je vais vraiment vendre des excès, une opportunité parce que ça peut spéculer un peu. Je vais regarder où je peux vendre. Je vais vendre quand même ce niveau-là. Je vais juste prendre une position là pour sonder le marché. Là, parce que ça risque d'être un peu plus volatile. Mais je vise quand même ce niveau-là, les 1650 sur les small caps qui s'est fait un petit peu massacrer. Je vais vendre 3 zones ici. Toujours des petites positions. C'est du 0,01 lot. Et ici. Je vais vendre ces niveaux-là, 3 niveaux-là. Et je vais aller chercher derrière un mouvement correctif un peu plus prononcé. Donc pas de stop pour moi, je mets pas de stop. Pourquoi? Parce que j'ai une capacité à lever du gain. Et aussi derrière, je sors, moi c'est moi qui décide de sortir, c'est pas le marché, c'est pas un mouvement de marché, c'est un moment j'estime que les fondamentaux ont changé, il faut revenir à l'achat long terme, voilà. Mais c'est pas le marché, je peux tenir des positions sur de larges niveaux parce que je prends du 0,01 lot, je suis pas sur un lot. Là on voit bien le Japon, alors j'ai laissé des ordres pour une fausse cassure derrière, mais j'y crois pas trop. Je vise les 27 500 points, je m'attends juste plus à un échec, à un mouvement plus un échec ici là, et puis après la cassure comme ça. Je m'attends plus à ce mouvement là, et même s'il y en avait un pic ici, ce serait un piège pour les acheteurs. On réintégrerait ce canal. Pour moi fondamentalement, je m'attends à une réaction de la Banque centrale sur le yen, donc attention. Sur le gaz, je continue à acheter le gaz. On voit bien, alors ces ordres, j'ai peu d'espoir qu'ils soient touchés, mais je les laisse toujours. On ne sait jamais, des fois, un mouvement, un effet d'annonce. J'aime bien laisser ça. Sur le gaz, je vise les 3,32 actuellement. Et surtout, on va viser cette résistance majeure ici. On voit que j'ai mon ordre. C'est vraiment la zone. Je m'attends à cet hiver à des tensions sur le prix du gaz. Donc voilà, donc là, je vais faire moins tourner mes positions. Je vais garder un peu plus. Alors, je rappelle que le gaz, ça fait longtemps qu'on achète le gaz, hein. Si on regarde le Natgaz, on voit, voilà, on a fait des trades, hein. J'avais acheté à 2,09, je vous disais d'acheter, je continue à acheter. J'avais une petite perte ici, mais c'est un rollover. Regardez le prix d'ouverture à 2,07, on est à 2,23, c'est un rollover, donc il a été compensé par le broker. Mais en gros, voilà, le gaz, on le travaille, et vous voyez, on fait pas n'importe quoi, c'est 378 €. Ça paraît pas grand chose, mais multiplié comme ça par plein de positions, ça fait des beaux gains. Et le but, c'est de pas prendre de risque, parce que si j'avais joué des positions beaucoup plus hautes, j'aurais pris 300, 600 € de perte, puisque j'aurais mis des stops, j'aurais pas pu tenir mes positions. Donc voilà, donc le Natgaz ici, on va aller chercher ce mouvement là.
C'est un peu la même configuration qu'on a sur... on a un signal d'achat daily qui est en train de se faire petit à petit. Il faudra que je m'attends peut-être à une dernière correction, à un moment, un mouvement baissier qui me permettrait de terminer. Mais voilà, à un moment, vous allez partir. La grosse résistance sur le Nasdaq, il est vraiment... C'est ici qu'on va aller, qui doit correspondre sans doute à un pullback dans les MA... dans les MA Wiki. Donc on va chercher vraiment les MA, le pullback ici, on a eu vraiment la baisse. On voit bien qu'on est sur des niveaux de prix d'achat historiques, hein. L'inflation est là. On a la guerre en Ukraine avec la Russie qui fournit moins de gaz. Donc voilà, le gaz, on voit bien que ces zones-là, c'est des zones d'achat. Il y a peu de risque. Après, il faut les tenir. C'est quelqu'un qui a acheté ici, qui a pris des pertes sur ce mouvement-là. C'est stupide. C'est parce qu'il a des trop grosses positions. Et voilà, c'est pour ça que je prends toujours des petites positions pour aller chercher ce niveau-là. Nvidia, je continue à shorter Nvidia. On voit bien, je suis en puissance sur Nvidia, hein. On voit que sur Nvidia, je vise les 385 dans un premier temps au final, mais on sait que ma zone d'achat sur Nvidia, ma zone d'achat long terme se situe sur ce niveau-là, entre 250 et 200. Donc on voit que j'ai un potentiel baissier. Donc bien sûr, elle ne va pas se retourner comme ça. On a eu un beau signal d'achat ici, ici, hein, ça a monté. Donc je m'attends voilà, à un échec là dans les jours à venir. On va peut-être encore pousser un peu. Voilà. Après, je m'attends plus à un mouvement, certainement une tête à épaule comme ça. Puis un mouvement qui va nous faire un retour à la réalité sur cette valeur. Donc voilà, donc j'en profite pour faire tourner mes positions dessus. Donc voilà, donc quand ça accélère, je prends des gains et je me replace et ainsi de suite indéfiniment. Le cacao, ben voilà, on voit bien que je suis en train de shorter le cacao sur des excès, mais je subis, voilà, je shortais cette zone-là. Donc on a une poussée, mais justement là, c'est les gens qui ont des grosses positions qui ne peuvent pas la tenir et qui sortent. En fin de compte, c'est des rachats de vente, ils ne tiennent pas. Et moi, ça m'intéresse de tenir cette position. Alors sur le cacao, je viens au minimum revenir, quand on s'éloigne des MA, on revient toujours dedans, on a eu le signal d'achat, donc en gros je suis en train de jouer un pullback dans les MA, je sais qu'on va revenir vers 3200 points, ce qui va me permettre de faire du gain. Le VIX, on a vu le VIX, je suis en train d'acheter le VIX aussi. On voit bien le VIX, ça c'est mes niveaux d'achat sur le VIX, on voit j'achète sur une large zone, hein, le VIX, je vise un rebond du VIX, on va aller chercher, on va avoir un pic à un moment, si on est vraiment peu optimiste, allez les 22 euros, c'est du 100% derrière, donc ça j'achète, le VIX il peut descendre, je vais faire plusieurs trades dessus. On va faire un tour sur quelques valeurs intéressantes. On avait Pernod Ricard, ça va vous permettre de voir comment j'analyse une valeur et comment je me positionne dessus. Donc j'ai toujours des alertes sur des valeurs, vous les voyez, ça c'est des alertes que je prise qui correspondent à des retracements. Quand je trade une valeur long terme, j'utilise toujours des retracements. Je prends le plus haut historique et le plus bas en vert, ici, voilà. Et ensuite je prends un retracement baissier entre le plus haut historique et le dernier plus bas qui est ici, qui me permettent de connaître les grandes zones, sachant que moi je ne suis pas à 1 euro près quand je trade une valeur. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, on voit bien que Rémi Cointreau, on a vraiment cette zone ici, cette zone de support, elle n'est pas là par hasard, hein, cette zone de support, elle correspond en fin de compte au 23% du retracement long terme. Celui-là il est toujours en rouge, voilà, voilà. Donc voilà, donc là je m'attends sur Rémi Cointreau, hein, les tensions avec la Chine et puis la récession à venir. Donc ce titre il va pouvoir, je pense qu'il va rebondir. Et là il faut s'attendre à un rebond dans cette zone ici. Donc il y aura un coup à jouer. Mais le potentiel de ce rebond, quand on arrivera ici, hop, le retracement sera certainement ici. Ça vous fera un potentiel limité au rebond dans cette zone là. Ça veut dire qu'il ne faudra pas s'attarder. Voilà, vous aurez un potentiel de rebond qui ne sera pas négligeable hein, quand même dans cette zone là. Mais pour aller chercher derrière une phase corrective qui suivra, puisque vous aurez un changement de tendance. Donc voilà, donc là il sera possible d'acheter ce niveau-là, vraiment technique, hein, pour aller jouer un rebond. Idéalement les 180, il faudra remonter son stop et puis espérer un peu plus haut. Mais dans cette zone-là, vous aurez un échec, vous avez le double sommet hein, ici. Je vous avais dit de vendre à 214 sur le groupe Facebook Trader Pro. Quand on était sur ces niveaux-là, j'ai dit vendez le titre, sortez, ça va corriger. Bon voilà, ça reste un beau titre, mais qui est quand même sur des niveaux de prix assez élevés. Le titre perd déjà 17%, donc ça fait mal quand même sur le portefeuille, ceux qui ont acheté au plus haut. Puis même si le titre revenait ici, en fin de compte, ils ne feraient que récupérer leurs pertes, ils ne gagneraient pas d'argent. On voit la valorisation est quand même assez excessive en ce moment, et puis on voit c'est vraiment l'inflation qui a généré la marge. Je m'attends à une baisse des prix
ou une chute de la consommation sur voilà. Mais voilà, mais là ce qui est intéressant c'est ce niveau, les 160, 170 là, pour jouer un petit rebond, c'est vraiment une valeur qu'il faut surveiller. On avait, qu'est-ce que j'avais d'autre? On n'a pas grand chose, hein, Téléperformance pour ceux qui s'y intéressent, parce que je sais, nous on avait acheté à un moment, on avait revendu Téléperformance parce que je sentais le piège dessus. Téléperformance, on va regarder en détail parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en difficulté pour vous donner la solution la mieux pour s'en sortir. Téléperformance, donc on voit Téléperformance, on avait fait, j'ai fait 92 euros, j'ai pas fait grand chose, toujours avec des petites positions, j'avais acheté à 138 et là j'avais senti la chute se poursuivre à 158, j'avais soldé mes positions pour aller sur des niveaux plus bas, j'ai pas voulu l'acheter. Si on prend Téléperformance sur une échelle logarithmique pour tracer, détecter le plus bas, utiliser l'échelle logarithmique pour détecter, pour vraiment tracer le plus bas. Là, vous avez vraiment le point bas, hein, les retracements, ça n'a rien de jouer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le long terme. Les prix moyens, ça veut dire les 50% surtout. Voilà, c'est ce que font tous les hedge funds. Ne pensez pas qu'ils sont en train de regarder chaque seconde, à part dans du trading, mais dans de l'investissement. Voilà, là vous avez une bonne base de travail avec ces supports. Il faut acheter uniquement sur ces zones là. Donc voilà, donc ce qui est inquiétant c'est qu'on voit que ça a cassé les 61,8, donc il y a de grandes chances qu'on retourne tester les 90, qu'on aille vers les 95 $. C'est un rebond technique actuellement. Alors ce rebond il est déterminé ici, on peut le voir. Si on prend cette ligne là, on voit bien ce petit pic ici, là, cette zone de support ici. Mais voilà, c'est un rebond technique. La baisse va se poursuivre, derrière. On va repasser en bougie Akinashing. Donc voilà ici, hein, la baisse, comment j'ai su qu'il fallait vendre ce titre à l'époque. J'avais un pré-signal ici de MA. On avait un signal d'achat, donc après un signal d'achat, on a un signal correctif, ce qui est logique, ou autrement, ce signal, on serait toujours en signal d'achat. Puis voilà, quand on a croisé la SMA 200, là on a bien vu, on a eu la baisse, et je vous dis toujours, derrière, il faut vendre le pullback technique ici. C'est là qu'il fallait vendre, et vous avez eu ensuite plusieurs opportunités de vendre ici et ici. Donc là, c'est intéressant. Donc vous avez en gros 3 vagues qui ont été faites, donc le rebond est normal par rapport à la baisse du titre. Certains pensent faire une bonne affaire. Donc voilà, vous avez eu on va dire la première vague, 1, 2, et là vous avez la troisième. Donc celle-là, je la compte pas trop, hein, c'est vraiment ce grand mouvement. J'essaye de voir à peu près le potentiel qu'aurait un rebond fou sur la valeur. Ce serait vraiment une vague de Wolf ici, ça veut dire un rebond ici, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Donc moi, ce qui m'intéresse plus quand je suis comme ça, c'est de mettre des retracements. Moi sur Téléperformance, on voit c'est vraiment la zone que je surveille, ce niveau là, ce niveau support ici. C'est vraiment ce niveau là qui m'intéresse plus. Alors pourquoi j'achète pas Téléperformance ici? Tout simplement parce que les indices sont sur des records. Si les indices, le CAC 40 était dans mes zones d'achat d'or entre 5000 et 4000 points, là j'aurais acheté. Mais là, on est à 7200 points. Donc, je sais que je vais avoir une correction sur les indices. Donc, elle ne va pas aller contre le marché. Elle va descendre plus bas, cette valeur. Donc, c'est uniquement un rebond technique qui va... On a vraiment une poussée. Ça va s'accrocher. Alors, voilà. Ici, ça va peut-être monter là. Et puis après, ça va redescendre comme ça. Et puis, on peut même aller plus bas. Donc, attention à ça. Donc là, j'aime bien aussi mettre Après, même si je ne suis pas au point près, j'aime bien être précis là-dessus. Et là on a le retracement baissier qui va quand même me permettre de zoner la valeur et de chercher une conjonction de résistance. Donc là on voit bien là, ici, ça c'est la grosse résistance, 2 supports proches comme ça, c'est une très grosse résistance. Après on voit cette zone ici, cette zone de rebond. Alors le potentiel de rebond pour moi ce serait 180 €. Mais si on avait ce rebond là, il ne faudrait pas hésiter. Si vraiment soit on baisse comme ça, on continue à baisser parce qu'on n'a rien d'haussier actuellement. Donc là, je réfléchirai en fonction de la baisse du marché. Parce que se positionner sur ce niveau de prix, sur Téléperformance, ça fait quand même une baisse ici de quasiment 30%. Si le rebond se poursuit, on va avoir un pullback comme ça qui va se faire. Et là, on va venir bloquer ici.
et c'est après qu'on va redescendre. Et donc si vous achetez sur ce niveau là ici, ce sera plus 30% de baisse, vous allez vous prendre un bouillon de 40%. On voit bien que sur le niveau là ici, attention à ces zones là, on a des grosses résistances et je vois pas comment le titre va pouvoir se sortir de cette situation. Un titre ne s'effondre pas comme ça, surtout avec la récession qui arrive, la crise qui arrive. Les investisseurs vont préférer des titres plus solides. Donc voilà, j'ai fait le tour sur les marchés. Le Bitcoin, il y en a beaucoup qui me demandent le Bitcoin. Alors je suis pas du tout à l'achat sur le Bitcoin. Moi je suis extrêmement prudent. Je rappelle quand même, parce qu'il y en a qui veulent penser que le Bitcoin, il faudrait revoir les vidéos que j'ai mis, mais le Bitcoin quand il était à 60 000 $, là j'avais recommandé de vendre, je visais les 30 000 $. Les 30 000 $, les gains ont été pris. Ensuite, quand on était à 15 000 $, je disais de viser les 30 000 $. Et après, que je visais des plus bas, la cassure des 15 000 pour aller certainement à 5 000 $. Actuellement, on a juste un pullback technique, un signal de vente MA. On a eu un pullback technique. Donc là, vous avez plus de chances d'avoir un mouvement correctif et que ce support-là soit cassé. Donc je ne suis pas du tout à l'achat. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de rendement, ça n'a pas de valeur intrinsèque. Quelqu'un qui a 25 000 $ à mettre sur du Bitcoin, il va préférer le mettre sur un lingot d'or, sur n'importe quoi d'autre, sur Apple, qui est vraiment qui vous représente une part de l'entreprise. Le Bitcoin, il ne représente rien du tout. Donc toute cette poussée, c'est les petits investisseurs qui achètent en levier pour faire du trading. Mais derrière, quelqu'un qui a 25 000 $, s'il sait que ça va tomber à 15 000 $, il va vous vendre 25 000 $, il ne va pas se poser de questions. On voit bien qu'on n'est pas dans une tendance haussière. On baisse, on fait des plus bas. Donc voilà, donc on a eu la bulle du Bitcoin, hein, comme on a eu la bulle sur les marchés immobiliers et les marchés boursiers. Voilà, on va rentrer dans une phase où on va rentrer à l'équilibre. Et si on regarde le prix moyen du Bitcoin ici, si je prends le plus bas, voilà, on voit qu'on est sur les 61, donc attention. C'est extrêmement risqué, on a une grosse résistance ici. Donc voilà, donc qui a envie de prendre autant le risque à 15 000 $? Quand je disais d'acheter le Bitcoin proche des 15 000 pour viser les 30 000, c'est fait le mouvement. Prenez vos gains. Je ne vous dis pas de conserver. Là, vous achetez, vous prenez vos gains. Il y a beaucoup trop de risques. Attendons de voir. Moi, personnellement, je crois qu'il va y avoir un réveil sur le Bitcoin. Les gens vont se rendre compte qu'ils perdent énormément d'argent. Beaucoup font la promotion du DCA, mais du DCA sur le Bitcoin, c'est complètement stupide. On va faire du DCA sur une valeur qui offre du rendement. On va réinvestir les dividendes, mais sur une crypto-monnaie, c'est uniquement de la spéculation. C'est extrêmement dangereux. L'euro-dollar, un petit tour sur l'euro-dollar aussi. Je m'attends à un renforcement du dollar. Donc attention, on voit ces mouvements ici. On avait un signal de vente hebdomadaire. Le pullback a été effectué. J'avais recommandé de vendre à 1,18 l'euro. On visait les 1,14 à l'époque. On est tombé plus bas. Quand on était à la parité, souvenez-vous, je vous disais, on joue un pullback technique dans les MA, en l'occurrence proche des 1,10, 1,12. Donc là, attention, je m'attends à une correction et peut-être un retest de la parité et pourquoi pas aller plus bas. On voit, j'ai deux alertes sur l'euro. Et donc, si on avait ce mouvement-là, ben, le marché serait en pleine panique. On pourrait dire que la récession se met en place. Donc, je ne suis pas du tout. Vous avez l'article sur l'euro-dollar qui est expliqué plus en détail avec des supports, des résistances. Enfin, vraiment pourquoi je short l'euro-dollar. D'ailleurs, je vais déjà placer des ordres ici parce que ça m'intéresse si on avait un gros mouvement de panique. Ici, voilà. Ici, je me place déjà sur l'euro. Ce serait une zone où je serais à l'achat sur l'euro. Donc on voit, j'essaye d'équilibrer mes ordres quand je me positionne. Alors, pourquoi je mets ça? Ça me permet, c'est comme des alertes, ça me permet de surveiller un peu la parité. Voilà ici. Attention à l'Italie, la dette de l'Italie, l'Allemagne qui commence à rentrer en récession. Donc voilà. Donc là, un nouveau test de ce support et à prévoir. Franchement, je m'attends vraiment à... On va retester ça. Alors le premier, ça va être ici. Mais si on casse cette zone-là, là, ça va être vraiment la zone test ici. On a vraiment cette zone. Je pense qu'on va aller la tester dans les semaines et mois à venir. Mais si vraiment ça casse, ce sera vraiment un échec dans les MA daily. Et là on ira attaquer ce niveau là et si on casse celui-là, de grandes chances que celui-là tienne, mais s'il tient on aura quand même un pic avant de revenir dedans. Donc, voilà,
Sur ce, je vous dis à bientôt. Vous pouvez échanger avec moi sur le Facebook Trader Pro. C'est un groupe privé, hein. Il suffit de faire une demande pour rejoindre le groupe. Alors tout le monde n'est pas accepté. Je filtre, hein. La communauté exige d'avoir des personnes sérieuses, adultes et responsables. Donc c'est pour ça, la communauté, on a des membres de la communauté qui ont le pouvoir de refuser des personnes, comme moi aussi. Donc voilà, on veut une communauté de gens sérieux qui ont envie de partager, d'apprendre, de progresser en investissement, en trading, et puis voilà, d'argumenter surtout les stratégies que l'on fait, et puis de partager aussi les performances. On voit que je partage, je montre ce que je fais. Les trades sont clairs, sont définis. C'est pas si l'indice fait ça, je fais ça, s'il fait ça, voilà. Vous savez ce que je fais sur les marchés. Et cela depuis tout le temps. Sur ce, je vous souhaite un agréable dimanche à tous. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo, mais on avait pas mal de choses à dire. Sur ce, je vous dis à bientôt.